Alors, on arrive à la notion de fonction de classe C1, dont la définition est simple. Une fonction est de classe C1 sur U, un ouvert, si les dérivées partielles existent et sont continues sur U. Alors, par exemple, les polynômes et les fractions rationnelles sont C1 sur leur domaine de définition. Exemple, et je crois qu'il faut vraiment que vous le cherchiez tout seul, parce que c'est juste récapituler ce qu'on a fait dans les derniers paragraphes. On vous donne une fonction qui est définie de façon différente et montrer que f est de classe C1 sur R2. Okay, donc je vous laisse le préparer, ça rejoint un des exemples précédents. Rappelez-vous, en un point sans problème, j'applique mes formules. En un point à problème, je dois calculer à part les dérivées partielles. J'aurai deux nouvelles fonctions et je devrais montrer qu'elles sont continues. Je vous laisse faire ça. Pause. Alors voici la fonction. Qu'est-ce que je commence par dire ? Je commence par dire que f admet des dérivées partielles en tout point de R2 privé de 0, 0. C'est une fraction rationnelle, pas de souci. Et ensuite, je dois me placer au point à problème. Alors, je les calcule aussi. Quand en un point qui n'est pas un point à problème, j'applique mes formules. Eh bien, pour la première, je dérive par rapport à x. Donc, par exemple, j'ai mis y4 en facteur. Et puis après, j'ai 1 sur u. Ça fait moins u' sur u carré. Pas de problème. Pareil pour la dérivée par rapport à y. Cette fois-ci, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai u sur v. Ok, u'v moins uv' sur v2. Aucun problème. Ensuite, qu'est-ce que je dis ? Peut-être petite pause si vous étiez un peu perdu. Je regarde au point 0, 0 qui est le point à problème. Et bien là, j'applique ma définition. Alors, la dérivée partielle par rapport à x, comment j'essaie de la calculer, de voir si elle existe. F de 0 plus t est 0 moins f de 0, 0 sur t. F de 0 plus t est 0, donc f de t 0, comme il y a y qui vaut 0 qui est là, ça fera 0. F de 0, c'est 0. Donc ça fait 0 tout le temps, et donc ça tend vers 0. D rond f sur d rond x en 0, 0 existe et vaut 0. Pour la deuxième dérivée partielle, c'est un peu différent, parce que f de 0, t, je suis dans le cas où x vaut 0, y vaut t, donc ça fait t4 sur t2, ça fait t2. Donc ça fait t2 moins 0 sur t, t2 sur t, ça fait t, ça tend vers 0 aussi quand t tend vers 0. Donc, en fait, mais pour des raisons un peu différentes, df sur dy en 0, 0 existe et vaut 0. Si je fais le bilan, quitte à me répéter un peu, f admet bien des dérivées partielles en tout point de R2, avec l'application dérivée partielle par rapport à x, qu'ensuite j'appellerai g, mais on verra ensuite, eh bien elle est définie comme ça, par cette expression si xy différent de 0, 0, par cette expression-là si xy égale 0, 0. Et puis pareil pour dy. Question, qu'est-ce qu'on doit faire encore maintenant pour prouver que f est C1 ? Eh bien maintenant, il faut étudier la continuité de ces deux applications. C'est pour ça que je les ai notées G et H, pour que ce soit peut-être plus simple. G, elle est bien continue en tout point de R2 privé de 0, 0, toujours pareil, parce que elle est définie comme une fraction rationnelle, ok ? Et pour étudier la limite en 0, 0, je pose x égale r cosinus θ r sinus θ. Quand je calcule g de xy, du coup, ça va faire du r puissance 5, parce que r est r4. Et au dénominateur, je vais avoir du r puissance 4. Les θ n'y changeront rien. 2r cosinus θ sinus θ, ça va tendre vers 0. Ça, c'est borné et ça se tend vers 0. Donc, g, elle est bien continue en 0, 0. Puisque ça, bien entendu, il faut dire que ce 0, il coïncide avec g de 0, 0. Donc, g est continue en 0, 0. Et comme elle était continue sur R2 moins 0, privé de 0, 0, elle est donc continue sur R2. Pareil pour H, je vais un petit peu plus vite. Je vais juste te dire pour les mêmes raisons. H, elle est là. Ça va être du grand taux de R5 aussi. R3, R2. Grand taux de R5 sur R4. Donc grand taux de R tend vers 0. C'est pour aller plus vite, pour vous faire comprendre ce grand taux. Mais le jour du concours, s'il faut le faire qu'une fois, rédigez-le comme ça, c'est quand même mieux. Voilà. Eh bien, par définition, f est de classe C1 sur R2. On va faire une petite pause là. S'il y a des questions sur cet exemple, il faudra me les poser parce que c'est un exemple important qui ne doit pas être considéré comme difficile. Il faut juste prendre son temps. Petite remarque. À ce stade, dans la définition de f de classe C1, eh bien, on n'est pas sûr que f soit continu parce que les dérivées partielles existent et sont continues. Qu'est-ce qui nous prouve que f, la fonction f elle-même, est continue ? Parce qu'on a vu que le dérivé partiel déjà pouvait exister sans que f soit continu. Donc, on va voir en fait que c'est le cas, que si f est C1, elle est forcément continue. Et pour ça, alors on va l'admettre, mais de façon plus générale, on va admettre que si f est C1,
elle admet au voisinage du point un développement limité d'ordre 1. Qu'est-ce qu'on va appeler développement limité d'ordre 1 ? C'est par analogie aux fonctions d'une variable, c'est-à-dire que quand je m'éloigne un petit peu du point x0, y0, h1 et h2 ont vocation à être petits, même à tendre vers 0, eh bien ça va être à peu près égal à f de x0, y0, bien sûr. Et mon terme correctif, ça sera h1 fois la dérivée partielle de f en x0, y0 par rapport à x, plus h2 fois la dérivée partielle de y par rapport à x0, y0. Ça reste une approximation, donc à quelle précision près ? C'est un petit taux de racine de h1 au carré plus h2 au carré, et ça c'est rien d'autre que la norme de h, si je note h le petit vecteur duquel je m'éloigne du point. On peut le noter de façon un peu plus vectorielle en remarquant que ça c'est rien d'autre que le gradient, ici tout ça, c'est le gradient de f en a scalaire, le vecteur h. Ok, ou évidemment, le produit scalaire, c'est le produit scalaire visuel x plus y. Alors, c'est une proposition admise, mais je vous propose, bon, c'est pas extraordinaire, mais sur un exemple, de voir que ça marche. Alors, prenez la fonction x carré y, et éloignez-vous un petit peu. Vous remplacez x par x plus h1 et y par y plus h2, et vérifiez si ça marche, si quand vous développez, ça fonctionne. On va le faire ensemble. Préparez-le, mais si vous ne comprenez pas, on le fait ensemble. Donc, si je prends f en x plus h1, y plus h2, c'est une fonction là que je sais bien développer, donc je vous passe les calculs, mais vous trouvez ça. Okay ? Et si je regarde ce que me dit le cours, le théorème admis sur le DL d'ordre 1, je calcule. Donc pour ça, j'ai besoin des dérivées partielles, bien entendu. Donc calculons les dérivées partielles par rapport à x, ça fait 2xy. Par rapport à y, x carré, on voit que je dérive très vite puisqu'il n'y a pas de point à problème. Et donc si je regarde ce qu'on me donne, x carré y plus 2h1 xy plus h2 x2. Et donc si je fais la différence entre l'expression exacte et l'expression donnée par le DL d'ordre 1, il me reste, alors on peut regarder, hein, qu'est-ce qui part ? Il y a x carré y, ça part avec ça. Ça part avec ça, et ça part avec ça. Ok, bon. Et donc, il va rester ces trois termes-là, les autres. Ça et ça. Eh bien, si je les regarde de plus près, h1 carré y, il faut que je montre que c'est des taux de h. Je peux le majorer, par exemple, par h1 carré plus h2 carré y. Y, il est fixé, hein. Et donc là, je reconnais la norme de h au carré. Eh bien, si c'est en grand taux de h2, hein, ça compte pas, hein, c'est fixé, eh bien, c'est un petit taux de h, puisque je vous rappelle que la norme de h tend vers 0. Le plus intéressant, c'est h1, h2, parce qu'il faut penser à majorer h1, h2 par 1 demi de h1 carré plus h2 carré, donc je retrouve norme de h au carré, ça compte pas, et donc c'est bien un petit taux de h. Et le dernier, h1 carré h2, pour changer un peu, hein, je dis que c'est un grand taux de h1, h2, puisque h1 tend vers 0, vous pouvez mettre petit taux si vous voulez aussi. Donc grand taux de h carré d'après ça. Là. Ok. Et donc, sur cet exemple simple, j'ai bien vérifié ce qu'on me disait, que le DL d'ordre 1 est juste. Okay, on va s'arrêter là. Enfin non, on va juste peut-être faire la pause. Peut-être le bilan tout de même. Alors bon, ça, on pourra le faire en calcul numérique. Déjà, ça pour faire des approximations. Mais aussi, si on fait le bilan, bien sûr, si f est C1, en ayant admis ça, bien sûr. Si f est C1, alors f est continu sur U. Oui, si je fais tendre h vers 0, h1 tend vers 0, h2 tend vers 0, ça se tend vers 0. Donc, f de x0 plus h1, y0 plus h2 tend vers f de x0, y0. On finit par un petit bilan. Faites bien la différence entre les fonctions d'une variable et les fonctions de deux variables. Si, pour une fonction d'une variable, si f est dérivable en x0, alors bien sûr que f est continu en x0. L'équivalent du f' de x0, ça pourrait être les dérivées partielles. Malheureusement, on a vu sur un exemple que les dérivées partielles peuvent exister sans que f soit continu en x0, y0. Bon, par contre, si f est C1, alors f est continu. On s'arrête là.